Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième session des entretiens du Être Myriadis avec nos auteurs et nos autrices qui viennent vous parler de leurs livres, de leur contenu, d'eux-mêmes. Alors, ce soir, nous accueillons Marc-André Coton, avec lequel nous allons parler du livre Le génie de l'être et autres écrits de Sylvie Béatrice Vermeulen. Bonsoir Marc-André, tu nous entends bien? Oui, oui, très bien, je t'entends bien. Bonsoir Dali, merci de me recevoir. Parfait. Alors, habituellement, nous invitons l'auteur ou l'autrice même du livre que nous souhaitons présenter, mais la situation est particulière avec ce livre-là, Le génie de l'être, puisque Sylvie n'est plus. Et c'est donc Marc-André qui a poursuivi avec moi le travail d'édition des textes de Sylvie après son décès et qui connaît son travail et ses thèses sur le bout des doigts, qui se fera donc son porte-voix ce soir. Marc-André, je te présente rapidement. Tu es enseignant, psychohistorien et consultant. Tu es le cofondateur du site Regard Conscient. Tu es toi-même auteur d'un livre publié chez nos amis des éditions L'Instant Présent intitulé Au nom du Père, les années Bush et l'héritage de la violence éducative, qui est donc un travail en psychohistoire. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur ce que c'est que la psychohistoire. Tu écris par ailleurs pour le magazine PEPS, la revue de la parentalité bienveillante, et tu proposes également des formations. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Peut-être que tu veux nous parler un peu plus de ton lien avec Sylvie. Oui, avec plaisir. Bonsoir Dali, merci encore une fois de me recevoir. Écoute, j'ajouterais simplement que je suis également le père de 3 enfants, maintenant grand-père, ce qui me permet de revisiter cette dimension cruciale de la parentalité, mais avec un peu de recul, hein, celui voilà, de mon cheminement de vie. Et effectivement, avant de parler du livre de Sylvie, j'aimerais dire quelques mots de ma rencontre avec elle, qui date d'une trentaine d'années. Donc, c'est tout un chemin qu'on a pu faire ensemble. À l'époque, nous faisions partie d'une association de parents qui pratiquent l'école à la maison, l'IEF, donc les enfants d'abord pour ne pas la mentionner. Et avec le père de ces enfants, Sylvie proposait un accompagnement pour nous permettre, au fond, de prendre conscience des blessures que nous avons héritées de nos parents et qui, bien sûr, se remettent en place, se rejouent dans le rapport à nos enfants. Donc, elle avait passé une bonne partie de ses jeunes années d'adulte à mettre au jour sa propre histoire dans le sillage des travaux d'Alice Miller. Et c'est d'ailleurs les premiers livres qu'elle m'a conseillé de lire, donc je les ai dévorés à l'époque. Lesquels? Et eh bien, voilà, tous les livres d'Alice Miller, je les ai lus les uns après les autres. C'est pour ton bien. Voilà, en commençant exactement par le drame de l'enfant doué, etc. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce qui s'est noué autour de ce drame récemment. Et elle avait donc passé une bonne partie de ses, avant même d'être maman, de ses jeunes années à faire ce travail pour elle-même ainsi que son compagnon. Et par la suite, nous avons vécu en habitat collectif avec pour objectif eh bien, justement de travailler nos histoires familiales, personnelles, tout en faisant donc l'instruction de nos enfants. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal chamboulé, certainement que je n'ai pas été le seul, parce que dans une famille, on a, si tu veux, une sorte de cocon, le papa, la maman, voilà. Et puis là, tout d'un coup, on était confronté à d'autres visions de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que les rapports aux enfants, etc. Donc très, très enrichissant. Et c'est dans ce cadre que Sylvie a, au fond, précisé son approche de l'accompagnement et les outils de compréhension qui sont donc réunis dans le génie de l'être. Puis avec Bernard Giossi, nous avons fondé le site Regard Conscient pour faire connaître ce travail. Là aussi, quelque chose de nouveau à l'époque, puisque ça date d'une vingtaine d'années, donc les outils n'étaient pas encore aussi habituels qu'aujourd'hui. Et au final, Sylvie s'est concentrée sur l'accompagnement individuel, donc elle a ouvert un cabinet à Genève, et c'est un travail que je poursuis actuellement. D'accord. Donc, le texte dont nous allons parler ce soir, il est composé de plusieurs textes.
Donc, un texte pivot qui est, voilà, c'est un texte fondamental, qui est la synthèse des concepts que Sylvie a mis en place, le génie des lettres. Et à la suite de ce texte, on a des textes plus courts qui ont été rédigés entre juin 2001 et juin 2017, qui sont donc pas exactement des réactions à l'actualité, hein, ce pas des réactions à l'actualité, mais des lectures et des explications ou des élucidations de faits ou d'événements d'actualité à la lumière de son regard sur les relations humaines. Donc, nombre de ces textes sont d'ailleurs disponibles, hein, sur le site Regard Conscient. Sylvie tenait vraiment à ce que ces textes soient accessibles au plus grand nombre. Il n'y a que quelques inédits dans le livre. Bien sûr, le livre procure un confort certain par rapport à la lecture sur écran, mais c'était vraiment important pour Sylvie que ces textes soient accessibles. Et alors, last but not least, la dernière partie du livre consiste en un lexique d'une quarantaine de pages, assez consistant, hein, qui a été rédigé en grande partie par toi, mais qui initialement avait été une demande que j'avais moi-même adressée à Sylvie après la lecture de son manuscrit, qui a été venue me proposer, je me rappelle encore très bien, un jour au Salon Primevère à Lyon. Voilà, où nous nous rendons d'ailleurs la semaine prochaine pour présenter nos livres. Donc, effectivement, quand j'ai plongé pour la première fois dans la lecture du génie de lettres, j'ai vraiment compris que j'avais sous les yeux la construction d'une approche novatrice de l'âme humaine, des concepts qu'elle articule et du lexique nécessaire pour la décrire et la développer. Et tous les termes employés, qui étaient pourtant simples et communs, ont un sens tellement précis que, en tout cas, il m'avait semblé important de les présenter à part dans un glossaire pour les expliciter, pour pouvoir y revenir. Voilà, voilà, moi, j'éprouvais régulièrement le besoin de m'arrêter et je me dis, ah là là, si j'avais un espèce de petit dico, quoi, où je pourrais revenir parce qu'on avait vite fait de se laisser embarquer par le sens traditionnel des mots. Et là, on sentait bien qu'il y avait une véritable construction. Donc, bon nombre de ces concepts semblent d'ailleurs empruntés à la psychanalyse. Mais je sais, il me semble que Sylvie était très critique vis-à-vis de la psychanalyse, comme tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Voilà. Mais attardons-nous un petit peu sur le titre de l'essai principal de ce recueil, qui est Le génie de l'être, confronté à l'interdit de sentir. C'est le titre complet. Le génie de l'être confronté à l'interdit de sentir. Quelle est au fond la thèse centrale que développe Sylvie? L'interdit de sentir, est-ce que c'est le mal radical par lequel la psyché humaine est détruite? Et qu'est-ce qu'exactement le génie de l'être? Alors, c'est vrai que c'est bien de partir de là parce que moi-même, il m'a fallu, je pourrais dire, des années pour me rendre à l'évidence de ce génie de l'être. Au départ, je n'aimais pas sa proposition. Je n'en avais pas saisi la portée. La raison est simple, c'est que l'idée qu'on puisse être géniaux me paraissait un peu présomptueuse, voire saugrenue. Hein, et bien, en fait, j'ai découvert que j'étais habité par cette croyance du mal en l'homme dont on va certainement reparler. Et une expression qui, je pense également, traduit bien son axe de recherche. Alors, si on s'en tient au dictionnaire, en fait, le génie, c'est un ensemble d'aptitudes qui sont naturelles, spécifiques à une personne ou à une communauté. Et encore une fois, là, à première vue, ce qui nous caractérise en tant qu'espèce, ce serait plutôt notre aptitude à répandre la mort, la destruction. Et nos livres d'histoire en témoignent. Freud parlait même d'une pulsion de mort. Sylvie disait pourtant que la croyance dans le mal en l'homme, la croyance du mal en l'homme, au fond, n'a pas pénétré l'âme enfantine et que l'enfant incarne des lois naturelles différentes de celles qui maintiennent les pouvoirs en place dans nos sociétés, que dès la naissance, l'enfant est vrai, spontané, et s'il n'est pas violenté, eh bien, il est curieux de tout, respectueux de la vie. Et nous en arrivons à sa thèse centrale, si tu veux, c'est que nous avons été conditionnés à croire que nous étions mauvais. La fameuse faute originelle des religions et toute une série d'avatars ultérieurs qu'on pourrait éventuellement développer.
Pour faire court, disons que les violences et les dénis que nous avons subis de la part de nos éducateurs dès la plus tendre enfance, eh bien, nous ont persuadés de ce mal en nous. Et bien entendu, c'est un mécanisme de survie que les personnes qui sont en thérapie connaissent bien. Sylvie écrit d'ailleurs que la sensibilité des enfants, c'est la manifestation d'une conscience pleine et spontanée, et qu'elle leur procure un sentiment de présence que nous autres, adultes, eh bien, on cherche désespérément à travers nos quêtes tout au long de la vie. Alors, justement, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce que c'est que ce dont Sylvie parle, enfin, qu'elle exprime dans cette formule très particulière, la croyance du mal en l'homme. Est-ce qu'il s'agit de dire que la nature humaine est mauvaise? Alors, quelle est la cause de cette croyance? Sylvie parle d'aveuglement. Finalement, la nature humaine, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est pervertie? Et en rapport à ce que tu disais un petit peu plus haut, à savoir que l'enfant incarne des lois naturelles différentes de celles qui maintiennent les pouvoirs en place, est-ce que le pouvoir, c'est le mal? Voilà, ça fait beaucoup de questions là. Effectivement, mais je vais commencer peut-être par cette expression le mal en l'homme. C'est effectivement l'idée que la nature humaine serait intrinsèquement mauvaise. Et on peut supposer que cette croyance remonte aux violences fondatrices des premières sociétés humaines. Toutes les religions s'en sont bien sûr fait l'écho. Historiquement, on peut dire donc un pouvoir en place. L'Église s'est structurée autour de cette croyance que tout humain naît pécheur. Et au fond, son autorité est basée sur une terreur qui privait ou qui prive les adeptes, je pense, de l'exercice de leur propre discernement, puisque sur la soumission aux valeurs de la doctrine chrétienne. Et j'aimerais juste prendre un exemple qui a traumatisé des générations de chrétiens, de catholiques, de fidèles, c'est la peur de l'enfer. Et j'aimerais prendre un petit cas qui est celui du comportementaliste Skinner, donc qui n'était pas un homme religieux, mais qui a grandi dans la religion. Eh bien, ce Skinner écrivait que sa grand-mère lui montrait le feu dans le poêle à charbon de la cuisine en affirmant que les menteurs étaient jetés dans un endroit comme celui-là après leur mort. Et comme lui-même, évidemment, venait de peut-être prononcer un mensonge, c'est quelque chose qui l'a effectivement traumatisé et terrorisé. Alors, il est par la suite devenu un théoricien du conditionnement, donc la fameuse boîte de Skinner, c'est lui. Et je pense qu'on voit bien comment la croyance du mal en l'homme, eh bien, s'est aussi propagée dans les sciences du comportement, dans diverses disciplines, parce que la terreur que subit l'enfant, eh bien, brise l'intégrité de sa sensibilité et l'oblige à refouler ses émotions, sa spontanéité, tout ce qui fait donc sa sensibilité, sa conscience. Donc, on sait aujourd'hui que c'est un mécanisme de survie nécessaire à notre psychisme dans des circonstances particulières et que les neurosciences appellent cela un phénomène de dissociation. Donc, pour simplifier, disons que sous l'effet de la terreur, l'enfant se coupe de lui-même et pour répondre ensuite aux attentes des adultes, il va développer un faux soi. Un enfant sage, un enfant rebelle peut-être. Ce mécanisme de dissociation, on le connaît bien aujourd'hui dans, encore une fois, les neurosciences. On sait que lorsqu'il y a traumatisme, la charge émotionnelle qui ne peut pas s'exprimer se stocke dans l'amygdale de notre cerveau, dans notre mémoire traumatique, on va dire, et cela à l'abri de notre conscience réflexive. Donc, au fait, la coupure, c'est quelque chose de bien réel sur le plan physiologique, et au final, ça va se traduire dans ce que Sylvie appelait donc l'aveuglement. Nous sommes aveuglés par nos souffrances non résolues, car elles sont là, leur charge émotionnelle est présente. Et alors, au fond, pour revenir à ta question, est-ce que la nature humaine est bonne ou mauvaise? En fait, je pense ni l'une ni l'autre, parce qu'avant d'être pervertie par ces conditionnements éducatifs, eh bien, elle est surtout sensibilité et conscience. Et l'hypothèse que Sylvie faisait, c'est que l'on puisse, au fond, retrouver peu à peu cette sensibilité et cette conscience. D'accord.
Juste une petite question au sujet de l'origine. Bon, tu évoques les temps des débuts de l'Église, l'Antiquité. bien sûr. Est-ce que tu as lu des travaux d'anthropologues ou que sais-je? Alors là, je pense tout de suite à l'œil de Mauss. Je sais qu'on en parlera plus tard aussi, mais il me semble que les violences envers les enfants, elles, elles sont antérieures en fait à la mise en place du christianisme. Oui, Hein. Ouais, bien entendu, voilà, tout à c'est fait. ça. Et donc, si tu veux, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont maintenant pas mal corroborées, à savoir que les premières violences envers les femmes et les enfants et les premières structurations de nos sociétés, dans le sens d'une hiérarchie, viendraient de l'époque où nous nous sommes sédentarisés. Hmm. C'est-à-dire que lorsqu'apparaissent les surplus liés à la culture, à l'élevage, eh bien, qu'apparaisse également la nécessité de sauvegarder ces surplus et donc de structurer en fonction de rôles au sein même de la société. Ça, c'est l'hypothèse, parce qu'effectivement, auparavant, on a quelques exemples, comme, sauf à ma part, les Indiens, comment s'appelle-t-il Sur quel continent? africains, hein, qui en fait Les... ont un autre rapport à l'enfant, un rapport très différent à l'enfant. Oui. Voilà, c'est simplement pour faire une petite parenthèse, effectivement. Et à partir de là, on a cette construction de la Hmm. structure sociale qui, à un moment donné, eh bien, prend effectivement l'aspect de la religion. J'ai cité le christianisme, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, effectivement, quand on dit dans une formule un petit peu rapide que le pouvoir, c'est le mal, il y a un petit peu de vrai là-dedans, finalement. Ou en tout cas, euh, à vouloir, enfin, souhaiter avoir un pouvoir sur une personne. Donc, alors justement, la dénonciation de la violence envers les enfants, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des textes de Sylvie. Sa dénonciation, mais aussi ses explications compassionnelles, parce qu'on sent bien que Sylvie est dans la compassion, dans la compréhension des causes et des processus de ces violences. C'est là qu'entrent en jeu donc les notions de rejouement ou de remise en scène. Ce sont des notions qu'elle mobilise très fréquemment Effectivement. quand elle veut expliquer les comportements des parents. Mm. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus enfin, nous Bien expliquer sûr, bien en quoi entendu. ça consiste? Voilà. Donc, tout d'abord sur les violences envers les enfants, on vit une époque où 62 pays ont interdit toute forme de violence éducative, qu'elle soit physique, psychologique. La France elle-même a adopté une loi, comme tu le sais, en juillet 2019, par exemple. Mais si on regarde la croyance que les Français conservent par rapport à la fessée, eh bien, c'est un acte éducatif. Ça n'est pas une remise en scène des violences qu'ils ont subies. Donc, voilà un concept qui est celui donc, de la remise en scène. C'est, pour Sylvie, donc, la manifestation dans le présent d'un traumatisme dont la charge émotionnelle est là, elle a été refoulée, mais en fait, elle n'est pas neutralisée. On connaît bien ce mécanisme dans le syndrome de Oui. stress post-traumatique. En l'occurrence, on sait que les parents fesseurs ont un passé de maltraitance. Ils ont ce qu'on appelle une mémoire traumatique et évidemment, elle est d'autant plus active qu'elle n'est pas travaillée. Alors, on pourrait dire que la remise en scène, au fait, c'est une invitation de notre conscience plus profonde à un autre niveau à mettre au jour les traumatismes et au fait à nous en libérer. Donc ça, c'est la proposition. Tu parlais effectivement de compassion, donc l'aspect compassionnel de la pensée de Sylvie. Bien, c'est un point très important. Nous pouvons nous libérer et peut-être même que ce que nous faisons sans le savoir pour remettre en scène ces traumatismes, eh bien, nous y aide. Malheureusement, lorsqu'on remet en scène, souvent on décline l'invitation de la vie, en fait, de notre vie, hein, par des arguments. Hein, on va se dire, voilà, peut-être j'ai fait une erreur, hein, j'ai fait une bêtise, etc. Mais le sentiment de culpabilité est là. Et en particulier quand on violente nos enfants, donc peut-être qu'on va justifier cette violence. Par exemple, la fameuse formule, voilà, c'est pour ton bien. Ouais. Donc, l'approche de Sylvie, c'est de nous proposer
une nouvelle manière de considérer la reproduction de la violence comme un mécanisme qui peut nous amener à une prise de conscience. Parce que nous sommes des êtres de conscience, hein, Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait, donc la conscience réflexive fait partie de notre héritage, hein, de notre génie, on va dire, hein, et ça veut dire qu'on a la faculté de sortir du cercle vicieux de la reproduction de cette violence à condition d'accueillir, je dis à condition d'accueillir nos blessures et de nous en libérer en conscience. Alors, c'est tout le sens de l'accompagnement qu'elle proposait, et c'est aussi, bien entendu, le sens des outils didactiques qu'elle partage dans ce génie de l'être. Je voulais juste poser une question au sujet de la culpabilité. Tu dis qu'il y a un sentiment de culpabilité qui nous envahit lorsqu'on violente nos enfants. Donc, en fait, il y a beaucoup de parents qui témoignent de ça. Alors, selon les personnes, on va expliquer ce sentiment de culpabilité par le fait que globalement, dans nos sociétés, on a cette mauvaise habitude de se culpabiliser sans arrêt, même lorsqu'il ne faudrait pas. Et puis, tu as ceux qui vont dire que, que la culpabilité, c'est un signe finalement que quelque chose, que quelque chose n'est pas juste là dans ce qu'on fait. Voilà. Moi, je suis de cette catégorie-là. J'ai trouvé dans le sentiment de culpabilité un guide, en fait. Un guide pour évaluer, pour juger, pour discriminer les comportements que j'avais. Et quand je ressentais de la culpabilité, c'était vraiment quelque chose qui me semblait très brut et qui n'était pas lié à ne me semble pas en tout cas lié à une forme ou une autre de conditionnement. Et là, ça me permettait de me dire, OK, là c'est pas OK en fait, justement. Là, c'est pas OK. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à culpabilité. dire de la culpabilité, du sentiment de culpabilité. Tout d'abord, effectivement, si nous sentons de diverses manières tout ce qui nous arrive, le sentiment qui monte lorsqu'il y a cette gêne, j'ai fait quelque chose qui ne va pas, je pense que c'est important d'interroger la chose de cette manière-là. Donc, comme un signe, comme une proposition de retrouver ce qui n'allait pas. Et je dirais que ça peut aussi être quelque chose qui fait partie d'un héritage. C'est-à-dire qu'en fait, je sais, pour l'avoir entendu, que des parents sont parfois en difficulté parce qu'ils se sentent coupables d'eux et qu'ils ne veulent pas porter ce sentiment de culpabilité. Et dès lors, ça peut faire obstacle à une prise de conscience parce qu'en fait, c'est important de voir que nous faisons en tant que parents partie d'une chaîne de causalité que nous avons nous-mêmes des parents. Et que l'un des conditionnements de l'éducation, c'est de rendre l'enfant coupable de ses manifestations. Et donc, on va intérioriser cette idée que nous avons mal fait, donc la fameuse faute dont je parlais, prend toutes sortes de déclinaisons. Et donc, ça peut être important à un moment donné de réaliser que ce sentiment, quelque part, ne nous appartient pas. Et qu'en fait, c'est le résultat d'un conditionnement et que nous avons à nous ouvrir au message de notre ressenti, mais que ça peut aussi, à un moment donné, être l'occasion de remettre à nos parents des choses qu'ils nous ont laissé penser que nous étions. C'est extrêmement difficile. Il y a donc, quelques personnes qui sont là, qui nous écoutent. Je suis vraiment très contente voilà, de retrouver Genoveva, que je salue, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, ou Ingrid. Et Genoveva, justement, dit que la culpabilité, c'est un indicateur, et même pour certains parents, c'est un moteur. Et d'ailleurs, elle propose, à propos de la tribu que tu évoquais tout à l'heure, si ce n'était pas les Maasai. Ce n'était pas ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave. c'est bien. En tout cas, j'en profite là de ce petit intermède pour, comment dire, pour suggérer à celles et ceux qui nous écoutent de nous poser des questions dans le fil
de la publication. Et voilà, s'il y a des questions qui émergent à partir de nos échanges à Marc-André et moi, donc ne pas hésiter de les écrire ou de faire des suggestions, des commentaires. Moi, je switch entre deux écrans pour pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe et puis relever toutes les questions hein, pour les poser. Voilà, donc oui, Très cette bien. culpabilité. D'autant plus que moi, j'ai vraiment plein de questions. Alors, on va finir la soirée sans avoir le temps de toutes les poser. Alors, la violence envers les enfants, donc tu parlais de cette chaîne de causalité des violences qui se sont perpétuées de famille en famille. Donc, la violence envers les enfants, donc ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire familiale. Mais alors, du coup, au-delà, c'est une affaire collective. Hein. Bien sûr. Et finalement, peut-être qu'ici, la notion de psychoclasse, qui a été proposée par Lloyd de Mos, il me semble, hein, peut être intéressante pour expliquer tout ça. Donc, voilà, Lloyd de Mos, dans les années 70, hein, qui est psychohistorien lui aussi, a suggéré que la société tout entière était dotée d'une psychologie associée sa culture, etc., et qui perpétue la violence envers les enfants. Et là, est-ce que tu peux un petit peu plus nous donner plus de précision sur cette notion? Avec plaisir. Il a même écrit tout à fait. Il a même écrit un livre qui s'appelle La vie émotionnelle des nations. Donc, c'est pour dire que lui considérait qu'en fait, les groupes humains ont une vie qui parfois est difficile à comprendre si justement on ne réalise pas que certains groupes ont en commun d'avoir subi un certain nombre de traumatismes similaires. Alors, avec Sylvie, nous avons rencontré Lloyd de Mos à New York en 2013. J'ai accepté la fonction de vice-président de l'association qu'il a fondée, donc il y a un certain nombre d'années, c'était peut-être il y a une cinquantaine d'années. Et cette association s'appelle donc the International Psychohistorical Association, donc l'IPA. Rapidement, tu nous dis ce que c'est que la psychohistoire. Alors oui, alors là, si tu veux, la psychohistoire, c'est un mouvement qui a démarré dans les années 70. Hein. Nous étions à l'époque dans le foisonnement de la contre-culture américaine, bien entendu après la Seconde Guerre. Donc, un certain nombre de personnes, et notamment des personnes de la communauté juive, se sont interrogées. Comment se fait-il que l'homme soit capable de mener un projet tel que la solution finale? Et donc, ils ont réuni un certain nombre de recherches qui avaient été faites à l'époque pour, au fond, essayer de comprendre les motivations de l'être humain dans l'histoire. Et donc, la psychohistoire, c'est un petit peu l'histoire des motivations. Alors, des psychanalystes, des psychologues, des historiens, des gens de ce genre, avec généralement une composante de travail sur soi, hein, soit de psychanalyse, encore une fois, ou alors de psychothérapie, hein, et combinant en fait ce que l'on peut ressentir soi-même et ce que l'on peut voir autour de nous comme conséquence bien souvent d'un déni de ce qui se passe à l'intérieur. Donc cette association existe encore. J'ai des contacts fréquents avec des membres de cette association et j'ai moi-même fait une formation de psychohistorien. Juste une petite parenthèse, moi je trouve ça absolument passionnant, la démarche de la psychohistoire. Cette idée de travail sur soi, c'est surprenant parce qu'on pourrait se dire mais c'est pas scientifique. Si on considère que l'histoire est une science, c'est une discipline scientifique avec voilà, une méthodologie, etc., d'y inclure cette notion de travail sur soi pourrait paraître tout à fait saugrenu. Et pourtant, ça me semble tellement essentiel, tellement important d'avoir un petit peu démêlé tout ce qui nous forge, qui nous modèle et qui peut induire même notre façon de penser un événement ou des événements, en fait. Oui, alors je te rassure, en fait, ça paraît saugrenu à nombre de personnes, et notamment des historiens, parce qu'effectivement, il y a cette volonté d'en faire une science, et puisqu'on aura certainement l'occasion de parler de la science, eh bien, quelque part, c'est faire abstraction du sujet
qui parle. Alors, quand on parle de l'humain, d'un phénomène humain que l'on analyse, évidemment, il y a des mécanismes psychologiques qu'il est important de reconnaître, et notamment, par exemple, toute la question des projections que l'on peut faire, des résonances avec notre propre histoire, etc. Ouais. Et j'aimerais peut-être juste citer un petit exemple qui m'avait marqué, parce que quand on est allé en 2013 à New York, eh bien, j'ai été frappé de voir que lors des conférences de l'IPA, à la fin de chaque journée, il y avait ce qu'ils appellent un group process, c'est-à-dire que chacun parlait de ce qu'il avait vécu, de comment il avait vécu la journée. Et les journées commençaient aussi par ce partage, une sorte de météo émotionnelle, si tu veux, qui faisait que, par exemple, bien voilà, des gens, des académiciens commençaient à dire ben, la nuit dernière, j'ai rêvé de ça. Et ça me semble en lien avec ce qu'on a discuté dans tel et tel sujet, parce que c'est un sujet qui me touche, etc. Tu vois, donc, cette ouverture, je ne l'ai pas trouvée ailleurs, et elle est encore actuelle dans l'association. Et là, on est en train de faire un travail sur le transgénérationnel et également sur les autobiographies que l'on peut faire, c'est-à-dire comment partager en fait notre point de vue subjectif sur un sujet en parlant quelque part de ce que l'on a compris de notre propre histoire. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mais ce qui m'a marqué également, c'est que, au fait, Sylvie avait bien défriché Ouais. ce lien justement entre les violences familiales et les violences collectives, avant même que je commence cette formation, si bien que je me suis senti très à l'aise. Et d'ailleurs, elle en parle évidemment beaucoup dans Oui, son livre. évidemment. Alors, pour revenir aux psychoclasses, hein, donc de Mars définit une psychoclasse comme un ensemble d'individus qui a subi à peu près le même type de violence éducative, c'est-à-dire qu'en fait, ces adultes vont réagir aux mêmes réactivations traumatiques, aux mêmes stimuli. Ils auront des remises en scène similaires avec certains types de violences envers les enfants sur lesquels ils vont tomber d'accord, en gros. Hein. Ouais. Alors, ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est que pour de Mars, qui a fait en fait une histoire de l'enfance très détaillée, Oui. eh bien, il a associé l'évolution des modes de parentalité à l'émergence de nouvelles psychoclasses au fil des siècles. Et donc, effectivement, j'utilise ce modèle dans certaines de mes formations. Ouais. Alors, l'originalité du travail de Sylvie, en fait, c'est, je pense, de montrer qu'il y a une dynamique qui existe dans l'émergence de notre conscience collective, en gros. Hein, par exemple, sur la nocivité des châtiments corporels, eh bien, petit à petit, les choses évoluent. Et je pense qu'elle est allée plus loin en dénonçant, par exemple, des violences plus subtiles liées aux ruptures d'attachement que nos sociétés tournées vers la productivité, le profit, etc., imposent, par exemple, au lien entre la mère et l'enfant et certaines politiques contemporaines de la petite enfance. Donc, je pense qu'elle s'est fait vraiment l'avocate d'un maternage proximal, avant l'heure, on va dire, hein, Ouais. d'une parentalité bienveillante et consciente, je rajouterais, qu'aujourd'hui, on essaie tant bien que mal d'implémenter dans nos relations. Oui, tout à fait. Moi, ça m'avait vraiment marqué, hein, sa défense du maternage proximal. C'était vraiment pas une thématique que… Alors, on entendait parler de maternage proximal à partir des années 2000. Enfin, je pense que c'est vraiment popularisé à partir de 2005-2010. Voilà. Mais j'ai vraiment été surprise de voir si tôt déjà chez Sylvie des réflexions sur ce sujet et des réflexions aussi poussées par la suite. J'en ai pas vu beaucoup. Enfin, voilà. À part des réflexions, des textes que j'ai moi-même écrits d'ailleurs, inspirés que j'ai été entre autres par Sylvie, ou comment dire, des réflexions que mène par exemple une autre de nos autrices, Valérie Vaillé. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire Non, À moi lorsque l'ego paraît. non. Je pense que ça ferait écho à pas mal de choses sur lesquelles vous avez travaillé, Sylvie et toi.
Donc, alors pour reprendre ces idées de psychoclasse, ce que tu veux dire, c'est que finalement, chaque société a ses formes particulières de violence envers les enfants. Voilà, dans telle société, on frappe plutôt avec un fouet. Dans telle société, on punit par privation de dessert, que sais-je. Dans telle autre, on pratique le time-out. Et puis, il y a comment dire, des pays où il y a des problématiques particulières. Alors, moi, je pense au cas particulier de la pédophilie en Belgique, d'abord parce que euh, Sylvie a écrit un texte sur le sujet, mais parce que j'ai beaucoup de mes camarades belges qui évoquent cette problématique-là dans leur pays. Ok. Oui, alors je pense qu'effectivement, c'est une approche qui permet de comprendre certains faits historiques ou d'actualité, une façon de décoder ce qui se passe autour de nous. Autrement dit, les formes particulières de violence associées à certains espaces géographiques ou à certaines époques historiques. Alors, on sait par exemple que le continent africain connaît un niveau de violence éducative particulièrement élevé et de très nombreux conflits parallèlement, hein. Chaque ethnie a une histoire d'abus, de maltraitance ancrée dans la culture tribale, des rituels de passage qui se révèlent terrifiants pour les enfants ou les adolescents, des abus sexuels, des violences physiques tout à fait routinières. Je me rappelle d'une élève nigériane qui réalisait, donc elle n'a pas tellement vécu au Nigeria, mais qu'au fait, dans ces pays, eh bien, toute personne plus âgée a le droit de frapper une personne plus jeune. C'est assez impressionnant. Donc là, je pense que la colonisation occidentale a aussi largement participé à perpétuer ces violences, hein, en important des formes de terreur probablement inédites, hein, au nom, par exemple, d'un idéal de civilisation, qu'on peut d'ailleurs, je pense, relier avec cette croyance du mal en l'homme dont on a parlé, hein, civiliser les personnes, voilà, les sauvages, hein, les sauvageons. Et prenons l'exemple de l'Angleterre victorienne. Donc, on sait que l'usage de la verge pour discipliner les enfants était considéré comme normal, même ritualisé dans les public schools de l'aristocratie, hein. Et j'ai un collègue également psychohistorien anglais, hein, qui dit: comment se fait-il que nos gouvernants prennent des décisions aussi désastreuses? Eh bien, peut-être que c'est parce que tous ont subi l'internat et les conséquences de cet ostracisme lié en fait à la culture de l'aristocratie. Et alors, on va retrouver une obsession pour le fouet, par exemple, dans les colonies anglaises, où ils se sont autorisés à reproduire ce type de violence sur les indigènes. Dans certaines régions d'Allemagne, prenons un autre exemple, l'infanticide direct ou indirect était encore monnaie courante à la fin du 19e siècle. Donc très récemment, et évidemment cette volonté d'anéantissement, on la retrouve dans l'idéologie nationale socialiste, mais aussi en Afrique occidentale, où la colonisation allemande était extrêmement brutale dès les années 1884. Je crois qu'on a réparti un petit peu le continent africain avec les accords de Berlin. Et incidemment, l'an dernier, le prix Nobel de littérature a été décerné à un écrivain d'origine tanzanienne, Abdulrazak Gurnah, qui dénonce les effets du colonialisme allemand de l'époque dans un roman, Afterlives. Voilà. Donc, il y a des violences éducatives particulières à une époque, à une région géographique, à un contexte politique. Et puis, on retrouve la notion de remise en scène. Il y a les remises en scène collectives de ces violences qui débouchent parfois sur de nouveaux traumatismes. Alors, pour en revenir à la Belgique, effectivement, Sylvie était belge par son père, donc elle a dénoncé une certaine forme de machisme qu'elle connaissait bien et qu'elle faisait remonter, donc cette espèce de résistance, cette dureté qu'elle faisait remonter aux invasions successives dont la région a été victime historiquement, hein, les va-et-vient, et la résistance donc aux envahisseurs qui a structuré, semble-t-il, un rapport spécifique du père à ses enfants. Donc, il est normal, au fond, de terroriser l'enfant afin de réussir son dressage, afin de le rendre fort et résistant. Il est normal que le père humilie les enfants, que ceux-ci obéissent au doigt et à l'œil,
Et puis, il est alors par exemple normal que le père demande à l'enfant de l'embrasser pour qu'il n'ait plus de rancune envers lui. Ah, donc, je pense qu'on Ouais. a là un ensemble de souffrances psychoaffectives et donc la compulsion à remettre en scène ces souffrances qui se sont répandues. Ouais. Alors, quand on pense à la Belgique, on pense évidemment à l'affaire Dutroux. Il y Du a trou, ouais. 25 ans, à la Marche Blanche, hein, qui a vu défiler plus de 300 000 personnes à Bruxelles en octobre 96, je crois. Et je pense qu'effectivement, on peut parler de problématiques collectives. Ouais. Dutroux lui-même, pédophile, avait un père extrêmement exigeant, avec des colères fracassantes. Pour Sylvie, il a remis en scène, donc ce pédocriminel, sur ses victimes le déni total qu'il a lui-même subi de la part de ses parents, de ses éducateurs. Et évidemment, c'est une problématique qui dépasse largement le contexte belge parce que la pédophilie, la pédocriminalité est ancrée dans l'histoire même de l'humanité. Ouais, bien sûr. Alors, il y a voilà, deux choses là que j'ai envie de relever dans tout ce que tu dis. Euh, alors, la première, en lien avec cette idée du mal en l'homme, là, j'y reviens encore, parce qu'en t'écoutant, je pense à ce livre d'Olivier Morel que tu connais sûrement, Oui, la nature humaine est bonne, Mhm. où il parle de Saint-Augustin. Et comment, en fait, il a en quelque sorte théorisé l'idée que l'enfant serait démoniaque, en fait, qu'il qu'il aurait un démon en lui, qu'il aurait Mhm. donc le diable, le mal en lui, et que c'est par les coups, le dressage, que le processus d'exorcisme quasiment, hein, on va extirper le mal de l'enfant Mhm. par les coups. Et finalement, ces coups, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est ça l'éducation, au fond. Et c'est assez terrible de se dire que l'éducation, finalement, c'est un processus, enfin, s'opère par une destruction de la sensibilité. Parce que, pour faire le lien avec tout ce que tu dis précédemment, évidemment, si les coups visent à nier, enfin, en tout cas, ils ont pour conséquence une négation de l'être, une destruction de la sensibilité. Bah, finalement, à quoi revient l'éducation, si ce n'est à cela? Et Sylvie est très critique de cette notion d'éducation. Euh, et aussi des structures sociales et institutionnelles qui vont renforcer ce conditionnement en dehors des familles, comme l'école. Et c'est là, effectivement, qu'on voit que c'est vraiment une affaire collective, puisque finalement, l'école, c'est une forme enfin, comment dire, institutionnalisation de cette idée que les enfants ont besoin d'être éduqués. Alors, Effectivement. Alors peut-être un mot sur Saint-Augustin, parce que là, ce que tu dis me paraît intéressant. Évidemment, Saint-Augustin, c'est un homme du passé. Et lorsque tu parles du fait d'exorciser le mal en l'enfant, hein, donc qui est diabolique, on est là en présence d'une projection du saint homme sur l'enfant. Donc en fait, la notion de projection devient importante. C'est-à-dire que pour se justifier d'appliquer à l'enfant ces éducations, ces principes éducatifs, et donc la violence et le tabasser en l'occurrence, eh bien, il faut déjà avoir cette croyance que sa vie émotionnelle, eh bien, c'est le diable. ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu as mis le doigt sur le mécanisme qui conduit à la reproduction de la souffrance vécue, à savoir donc la projection. Alors, cette projection, le regard qu'on porte sur les enfants a évolué au cours de l'histoire. Oui. Et aujourd'hui, bien entendu, on ne va pas voir dans l'enfant une incarnation du mal. On va voir d'autres Évidemment. choses parce qu'on a d'autres projections sur lui. D'accord? Mais c'est Mais, décliné sur la même thématique mais il y a quelque chose qu'il faut changer en lui, qui voilà. est pas civilisé, qui est de l'ordre des énergies sauvages, à dompter, etc. Tu vois? Et Excuse-moi, je t'interromps. en particulier la question des pulsions, hein, dont Oui, on pourra éventuellement reparler. Hein. Donc ça veut dire que nous avons, nous autres,
subi des projections et nous les avons intériorisées sous la forme de croyances. Par exemple, les enfants qui sont désobéissants méritent une bonne fessée. C'est un exemple un peu caricatural, mais enfin, c'est là. Et puis, au final, peut-être que c'est bien aussi que l'enfant, quelque part, soit éduqué dans des structures, que ce soit une garderie, que ce soit une école, etc., parce que la socialisation est importante. Oui. Donc, je pense que nous autres, on va peut-être avoir cette idée que l'enfant doit être socialisé, comme s'il n'avait pas la capacité en lui-même, comme s'il n'était pas un individu qui se socialise du fait Par même de nature. sa nature. Oui. Tu vois, Donc, alors, je pense que du coup, on est peut-être plus à même de voir, au fond, que bien sûr, les institutions ont évolué et les projections qu'on peut faire sur ce qu'un enfant a besoin de vivre pour être éduqué également, hein, mais qu'au fait, on retrouve cette notion de projection. Et donc, Sylvie, évidemment, en parle largement, parce que ça, c'est quelque chose sur quoi je peux travailler en tant qu'adulte, en tant que parent. Je peux travailler sur les projections que je fais sur mes enfants. Et dès lors, réaliser qu'en fait, il y a une espèce de, comment est-ce que je pourrais dire, de jeu inconscient autour de ces projections et de ce que l'enfant peut nous faire comme retour sur les projections. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Alors, pour parler des institutions, hein, effectivement, ce sont des structures qu'un groupe se donne, par exemple l'école, et ça permet aussi de gérer un ensemble de traumatismes collectifs qui n'ont pas encore été conscientisés. Alors, je vais donner un exemple qui est celui de l'école, mais pas l'école d'aujourd'hui, l'école du 19e, fin du 19e, à une époque où la France et l'Allemagne étaient ennemis, évidemment. Après la défaite de 1871, on le sait, la France a cédé l'Allemagne, donc elle a cédé l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Hein, et dans les écoles d'Alsace, les jeunes ont été conditionnés à, entre guillemets, devenir allemands. De l'autre côté, en France, eh bien, l'école républicaine a formé ses élèves à devenir des soldats de la future guerre de 14-18. Hein, et donc, deux institutions dont l'objectif n'était évidemment pas l'épanouissement de l'enfant, mais au fond leur asservissement à un projet collectif, à un besoin du moment, qui était celle alors, des dirigeants certainement, mais aussi de l'ensemble de la société, à un moment donné de l'histoire. Donc, on a là un exemple de structuration du pouvoir que Sylvie a bien étudié, et le déni que ça comporte aussi pour l'être humain. Alors, elle était par sa mère originaire d'Alsace, et d'ailleurs comme plusieurs des personnes qu'elle accompagnait, et elle s'est rendue compte en fait que ces traumatismes historiques étaient toujours actifs dans les générations suivantes. Et je pense que là aussi, elle a fait œuvre de pionnière parce qu'elle a travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'héritage traumatique transgénérationnel. Donc, alors, à l'origine de ces conditionnements, Sylvie pose le déni d'humanité. Et si l'on considère les bébés comme des objets, on peut comprendre que ça participe à étouffer leur sensibilité. Est-ce que tu peux développer cette idée de déni d'humanité et d'objectivation en fait des enfants par… Mais oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Hein. Donc, ce qu'on partage en fait, et comme tu viens de le dire, c'est notre humanité. Hein. Mais en fait, nous sommes coupés de cette réalité parce que nous avons tous vécu un drame qui est celui de la séparation. Il n'y a pas si longtemps, les bébés étaient emmaillotés dès la naissance, séparés de leur mère, nourris avec des farines indigestes. Hein, et l'expérience de ce qu'on appelle aujourd'hui le lien d'attachement leur était interdite. Alors, les neurosciences arrivent à la rescousse. On démontre que ce que les mères d'ailleurs sentaient depuis des siècles, vraisemblablement, hein, à savoir les conséquences pour l'enfant d'une rupture d'attachement. Et à ce sujet, j'aimerais te faire part d'une expérience qui m'a interpellé ces derniers temps. Hein, elle date d'une dizaine d'années. Et la voilà, donc voilà le dispositif, une expérience entre guillemets scientifique, dans le cadre d'un programme d'entraînement au sommeil de 5 jours. En milieu hospitalier, des chercheurs ont étudié comment 25 nourrissons réagissaient au fait d'être isolés dans une chambre
pour s'endormir. Donc, des enfants de 4 à 10 mois qui sont en relation toute la journée avec leur maman et laissés seuls le soir pour leur transition vers le sommeil. Donc, les chercheurs mesurent le taux de cortisol des mères et des bébés dans leur salive avant et après l'endormissement. Et comme on le sait, le cortisol, c'est un indicateur de stress physiologique. Et donc voilà, alors, on peut imaginer ces pauvres bébés qui hurlent de désespoir, tandis que leur maman, tout aussi anxieuse, se tiennent dans la pièce à côté et avec pour consigne donc, de les laisser pleurer. Alors, c'est une situation que les parents connaissent bien. Oui. Donc, dans les 2 premiers jours, en fait, la détresse émotionnelle des bébés comme des mères se mesure. Donc, leurs taux de cortisol respectifs sont élevés et corrélés. Et à partir du 3e jour, par contre, alors que les bébés apprennent à étouffer leurs pleurs, donc leur réponse émotionnelle et physiologique de détresse, eh bien, les chercheurs découvrent quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que les mères, d'un côté, voient leur taux de cortisol diminuer, tandis que ceux des bébés restent élevés. Autrement dit, il y avait au départ synchronisation entre la mère et l'enfant, et cette synchronisation a été brisée par le dispositif, par le fait que les bébés apprennent à éteindre leurs pleurs. Et cette extinction, en fait, rassure la mère. Donc, elle n'est plus en fait en lien avec le bébé. Et lui, par contre, a intériorisé un stress qui est celui de la séparation. Donc, autrement dit, quand on isole un nourrisson, qu'on le laisse pleurer, en fait, on l'oblige à dissocier ses émotions. Et par contre, le stress que subit son organisme, lui, il reste piégé dans sa mémoire traumatique. Et alors, pour en revenir à ta question, donc, puisqu'on parlait de déni d'humanité, Sylvie disait qu'il s'agit là d'un déni, puisqu'on ne reconnaît pas à l'enfant, au fait, cette infinie sensibilité, ce lien qu'il a dès la naissance avec l'adulte, avec la mère, et que ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. En fait, l'enfant, on le sait, va conserver l'empreinte traumatique de cette séparation. Il va plus tard manifester son insécurité de diverses manières. Et alors, c'est là qu'intervient une autre notion, c'est donc l'interprétation qu'en font les adultes, parce que l'entourage va prendre cela comme des signes d'une mauvaise nature, par exemple l'enfant capricieux, voire manipulateur, etc. Et ma propre mère, évidemment, m'a laissé pleurer quand j'étais bébé. Et donc, quand j'ai eu des enfants, eh bien, elle avait un conseil. Elle disait, si ta fille fait un caprice, elle va bientôt te danser sur le ventre. Donc, il y avait vraiment une volonté de faire passer le message pour qu'au fait, nous ayons, en tant que jeunes parents, les mêmes réactions éducative qu'elle avait eue. Complètement, complètement. Je veux dire, qui n'a pas entendu ses parents ou ses beaux-parents dire pose-le, il te manipule, il va te commander, etc. Enfin, c'est terrible. Moi, je me rappelle le premier jour de la naissance, le jour de la naissance de mon premier enfant. Je venais d'accoucher, 2 heures s'étaient écoulées après l'accouchement et le petit, il n'avait pas quitté mon ventre. Et ma mère était avec moi, elle avait assisté à l'accouchement. Et elle m'a dit, mais pose-le, tu vas quand même pas le garder comme ça toute ta vie sur ton ventre. Je me rappelle encore de la réaction de louve défensive que j'ai eue en le serrant encore plus, comme si on voulait me le prendre et de dire, mais non, non. Et c'est extraordinaire parce que au départ, effectivement, on a cet instinct ou cet ensemble d'instincts qui font qu'on va réussir à entrer en communication, à se corréler. Et moi, je suis vraiment convaincue qu'il y a une corrélation une espèce de boucle de rétroaction des réponses physiologiques de l'enfant et de la mère. Et comment, à force d'usure, finalement, on parvient, l'idéologie qui est au fondement de cette société-là, parvient à briser cet instinct. À briser cela, exactement. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de la notion de manifestation.
Ok. qui a pour Sylvie une définition toute particulière. Est-ce que là encore, tu peux nous détailler un peu cette idée? Oui, bien sûr. Dans le lexique, tu parlais tout à l'heure de ce glossaire. Hein, si je regarde l'entrée manifestation, donc elle est définie comme l'expression au fait naturel d'une dimension de la vie, hein, manifestation de la vie. Alors, lorsqu'un bébé pleure, il se blesse, il pleure. Si je suis avec lui, c'est-à-dire en lien, je le prends dans mes bras. Et donc, par extension, Sylvie va aussi désigner par ce même terme de manifestation une conséquence du déni de notre sensibilité. Donc, si je demande au contraire à cet enfant de refouler son émotion, s'il doit se dissocier de sa souffrance, on entend les mots, « implore pas, t'es grand », etc., eh bien, il va donc développer une structure d'adaptation qui va peu à peu l'éloigner de cette spontanéité. Et en fait, sa souffrance, elle va se manifester d'autres manières. Et en tant qu'enseignant, par exemple, je suis frappé du nombre d'élèves qui ont des migraines, des maux de ventre, diverses formes de phobies liées au contexte scolaire. Donc, il y a la pression des parents, il y a la société, les exigences, la peur du lendemain, etc. La relation au prof, la relation aux camarades, etc. Il est très rare que les enfants ou les adolescents soient écoutés au fond, à l'endroit d'où ils parlent, c'est-à-dire finalement du déni de leur sensibilité et de leur conscience. Donc, ils souffrent, ils doivent s'adapter aux exigences d'adultes, nous autres, qui sommes également dissociés de notre propre sensibilité, et ils le disent de toutes sortes de manières. Oui. Donc, au fait, pour Sylvie, ce qu'on appelle le mal, c'est une manifestation. C'est la manifestation de souffrances relationnelles qui n'ont pas été résolues et qui envahissent l'expérience de notre conscience. Donc certaines manifestations sont extrêmes, comme les guerres, le terrorisme, les génocides, etc. Mais là, il s'agit d'expressions collectives de terreur non résolues sur un plan, encore une fois, collectif. Oui, oui. Alors, je vois que le temps avance. Il est déjà 21h30, enfin bientôt 21h30. Moi, j'avais prévu encore plein de questions à te poser. Je ne sais pas si on va réussir à aller au bout. En tout cas, il y a là, dans la suite des questions que j'avais prévu de te poser, euh, il y a une question relative à ce texte, vraiment que j'ai trouvé passionnant sur l'esprit scientifique. Voilà, et Sylvie avait développé une considération très, très intéressante qui m'est vraiment particulièrement marquée sur l'esprit scientifique, comme, voilà, comme une possible incarnation du mal. Elle décrit des expériences de deux scientifiques, enfin d'un couple de scientifiques. Elle parle de Gaston Bachelard et elle dit que dans l'esprit scientifique, il y a quelque chose de l'ordre du déni de sensibilité. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, ça me semble assez important. Oui, avec, bien sûr, avec plaisir. Oui. C'est un sujet tout à fait, on va dire, chaud, entre guillemets, Oui. hein, parce que je ne crois pas me tromper en disant que dans nos sociétés, eh bien, nous sommes vraiment acquis à la cause scientifique. Hein. Historiquement, c'est quand même la science qui nous a permis de sortir des croyances, de l'obscurantisme religieux. Très jeune, j'ai été fasciné par les expériences scientifiques et je me souviens d'avoir tenté de convaincre ma grand-mère que la viande et le camembert ne produisent pas spontanément des asticots, mais qu'il fallait des mouches, que ces mouches pondent leurs œufs pour que cela se passe. Alors, évidemment, comment peut-on aujourd'hui douter de la science? Alors, dans son génie de l'être, en fait, Sylvie raconte l'histoire effectivement de ce couple dont tu as parlé. Ce sont des psychologues norvégiens qui, dans les années 80, ont enfermé leur bébé, un petit garçon, dans une boîte de verre et cette boîte s'appelait donc la Skinner Box, la boîte de Skinner. Hein. Donc ses époux Carlson, c'est leur nom, avaient suivi en fait l'exemple du fameux comportementaliste dont on parlait, hein, celui qui a eu peur de l'enfer, hein, qui lui-même avait fait des expériences avec des boîtes portant son nom, dont une avec sa fille, Déborah, qui a passé aussi du temps dans une boîte de ce genre dans ses premiers mois de vie. Alors, l'idée était au fait d'étudier sur leur propre enfant, qui s'appelait Pierre, les réactions d'un nouveau-né séparé de sa mère, du monde extérieur. Cette expérience a duré à peu près 1 an. Elle a été interrompue par une femme de ménage qui a dénoncé le couple à la police.
Et il s'agit là donc de scientifiques. Et voici ce que l'époux Carlson a dit, je me permets de lire dans le texte, de son fils, hein. Cela lui convient parfaitement. C'est excellent pour lui. Ma femme et moi le gardons constamment sous contrôle. S'il fait ses besoins, nous pouvons immédiatement changer le drap afin qu'il ne baigne pas trop longtemps dans l'urine et dans les excréments. J'estime que de nos jours, les enfants sont trop gâtés par leurs parents. À mon avis, l'importance du contact physique entre mère et enfant est largement exagérée. Un berceau en verre est de loin la meilleure chose. Hein, donc, on a vraiment quelqu'un qui est tout à fait persuadé de ce qu'il fait. Et au fond, pour reprendre l'idée de l'objet, pour eux, leur bébé est un organisme végétatif. Donc, ils entretiennent son corps, c'est tout ce qu'il y a à faire, mais ils n'ont aucune reconnaissance pour l'être incarné, bien entendu, par ce corps. Ils projettent sur lui leurs propres souffrances, mais sont dissociés de ces souffrances. Donc, peut-être un isolement précoce, l'absence de contact physique, des injonctions éducatives certainement implacables. On ne pleure pas, on ne se plaint pas, on ne se touche pas. Et je pense qu'avec cet exemple et d'autres, Sylvie tire plusieurs enseignements, notamment sur l'esprit scientifique. D'abord, le problème, c'est que le refoulement de la souffrance n'annule en rien nos souffrances, bien au contraire, hein. Du fait même de notre nature consciente, on a comment dire, cette compulsion, cette urgence à les rejouer sur nos proches, nos enfants, sur nos conjoints éventuels, hein, sur nos contemporains. Et alors, certaines croyances, notamment peut-être dans certaines informations scientifiques, nous poussent éventuellement à le croire. Alors, deuxième chose, l'esprit scientifique, par définition, cautionne une dissociation, hein, puisque le chercheur doit faire totalement abstraction de lui-même, de son ressenti. Et d'ailleurs, Bachelard, dont tu parlais, qui est un épistémologue, hein, disait que toute culture scientifique doit commencer par une catharsis intellectuelle et affective. Autrement dit, on se coupe, n'est-ce pas, de son ressenti. On sépare l'objet étudié du sujet qu'il étudie, et du coup, on dénie à l'être humain en fait une conscience intuitive et encore une fois la capacité à réaliser sa conscience. Alors, comment dire, cet esprit peut éventuellement aveugler l'expérimentateur sur ses propres remises en scène, comme par exemple celle de Skinner avec ses fameuses boîtes. Et si on oublie que nos rejouements sont là pour nous permettre de prendre conscience, eh bien, au final, on se retrouve avec une remise en scène qui est avortée de son but. Oui. Enfin, on pourrait dire que ces scientifiques-là, c'était des cas pathologiques et que, bien entendu, l'esprit scientifique, c'est pas, comment dire, c'est pas ça, c'est des exagérations. Moi, j'ai lu donc le texte auquel Sylvie fait référence dans ma jeunesse, puisque j'ai fait des études d'épistémologie, donc la formation de l'esprit scientifique de Gaston Bachelard, et je me rappelle déjà à l'époque avoir plusieurs fois secoué la tête en lisant certains passages où il décrivait ce à quoi on doit renoncer pour former son esprit scientifique. Et cette dissociation qui semble donc poser les fondements de la démarche scientifique me semblait folle, vraiment folle, hein. Et aujourd'hui, je vois dans l'enfer des chiffres, de la statistique, cette dissociation que tu viens d'évoquer, qui fait qu'on n'a plus, on perd pied, on n'est plus dans le réel, alors même qu'on prétend dire le réel de manière plus vraie, plus juste, peut-être aussi, pourquoi pas, plus exhaustive. Et voilà, et ça me rend l'initiative de la psychohistoire d'autant plus sympathique. Voilà. Donc, alors oui, tu évoques tout à l'heure, tu as évoqué rapidement la question des conjoints. Moi, je voudrais passer donc à la question du patriarcat et de la domination masculine pour faire le lien avec la violence, la violence masculine. Aux éditions Maître Myriam, d'ailleurs, c'est une thématique, et puis moi-même, c'est une thématique qui m'est chère. Et j'ai vraiment été frappée par la puissance avec laquelle Sylvie défend le point de vue des femmes et celui des mères. Et
voilà, le point de vue des mères, c'est vraiment un point de vue que je défends au niveau associatif, d'ailleurs, par différentes initiatives. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, Sylvie, c'est le moins qu'on puisse dire qu'elle ait pris ce parti-là des mamans, des femmes également, donc à travers la reconnaissance en fait, de cette intuition, de ce senti dont elle parle tout au long de son livre. Sur les quelques 40 textes qui complètent le génie de l'être dans cet ouvrage, eh bien, j'ai compté qu'au moins la moitié ont trait à cette problématique, Ouais. c'est-à-dire la domination masculine et la place de la femme, et notamment la complexification de l'édifice patriarcal dans la psychanalyse, dans l'éducation, au fond la structure du pouvoir telle que nous la connaissons. Et je pense qu'elle avait pleinement conscience de faire partie d'une minorité opprimée, donc historiquement, mais aussi dans son propre vécu. Elle en a donné de très nombreux exemples, y compris au Parti communiste où elle avait milité dans sa jeunesse. Son père communiste était un homme autoritaire avec lequel elle s'est d'ailleurs brouillée. Mais en même temps, c'est un homme qui était engagé, avec une force peu commune dans des idéaux. Et bien qu'elle ait souffert de cette relation, elle en a gardé aussi l'importance de l'engagement, si je pourrais dire. Et elle n'était pas du tout contre les hommes. Nombre de personnes qu'elle a accompagnées étaient des hommes, des enseignants, des éducateurs, des formateurs, qui tous, moi-même y compris, avaient subi des violences paternelles, des violences physiques, verbales, diverses humiliations venant aussi de leur mère. Et Sylvie était très au fait de la problématique masculine, des raisons profondes pour lesquelles les hommes sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire souvent dissociés de leur ressenti, puisqu'on a parlé de la façon dont l'éducation conditionne également les genres, parfois violents avec, ou en tout cas raides avec leurs enfants, peu enclins à travailler sur leurs émotions, on va dire les choses comme ça. Et donc, tout en défendant la place des femmes, elle n'en faisait pas des victimes. Elle reconnaissait l'importance de leur présence auprès de leurs enfants, et avec donc le père comme membre à part entière en fait, d'une triade au service de la bienveillance nécessaire pour l'enfant. Donc, sans proposer de thérapie de couple, disons qu'elle a beaucoup écrit sur la manière dont nous rejouons nos problématiques dans nos relations intimes. Donc, on retrouve cette notion de remise en scène, éventuellement utile pour un travail thérapeutique, sur la manière dont les rôles sexués sont distribués dès l'enfance, du col à la peau. L'homme est fort, courageux, la femme compréhensive, attentionnée. Et je pense en particulier à un texte qui date de 2007, Accompagner un homme, titre étonnant, où elle détaille en fait les mécanismes d'identification auxquels nous sommes soumis dès l'enfance et au sens de l'accompagnement tel qu'elle l'entendait. Encore un autre article de 2005, Vie de couple, jeux relationnels et prise de conscience. Je pense qu'il y a là vraiment des ressources inestimables pour les personnes qui souhaitent comprendre les ressorts de nos interactions et bien sûr également pour ceux qui ont une patientèle et qui cherchent des outils. Donc, voilà. Au contraire en fait, de Freud, qui disait que tout tourne autour de la sexualité, eh bien, Sylvie disait tout tourne autour de la conscience. Notre activité de conscience, c'est ce qu'il y a de plus important à nos propres yeux et au-delà, bien entendu, des rôles genrés que soit la physiologie, soit notre éducation nous ont attribués. C'est à cette réalisation de conscience que nous aspirons. Oui. Je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Moi, je n'ai que des garçons. Donc, les hommes qui sont particulièrement touchés par… alors, les femmes sont évidemment subissent une violence de genre qui est voilà, indescriptible. Mais il y a cette étude absolument passionnante qui a été réalisée par l'UNESCO qui montrait que les hommes violents l'étaient parce qu'ils avaient subi des violences de la part de leur père. Ils étaient violents envers leur compagne parce qu'ils avaient eux-mêmes subi des violences de la part de leur père.
bien sûr. Voilà, donc moi, ça me bouleverse vraiment, hein, de comprendre ce mécanisme et de voir finalement qu'un homme violent, enfin, quand on y pense, bah, c'est un petit garçon, un Mm. petit garçon de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Moi, vraiment, ça me bouleverse de savoir que c'est un petit enfant qui a été battu, qui a été puni, qui a été enfermé, ou que sais-je encore. Alors évidemment, après, en grandissant, c'est le bourreau absolu, mais ayant moi-même des garçons, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser au petit garçon que c'était. Mm. Et alors, justement, comment on se libère de ça, quoi, de cette histoire familiale, de cette transmission de ces choses qu'on a vécues, qu'on rejoue, et comment on fait pour recouvrer sa sensibilité, son génie? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une voie de réalisation possible dans tout Mm. ça, finalement? Et bien, en fait, c'est le cœur du travail que proposait Sylvie, hein, puisqu'elle a consacré sa vie à cela. La prise de conscience des souffrances que nous rejouons, en fait, c'est peut-être la chose la plus difficile à voir et à accepter. Mm. Et par contre, à ma connaissance, Sylvie est la première qui est proposée que nous soyons mus par un processus de réalisation qui nous conduit, en dépit des mécanismes de défense que nous opposons, au fait à la réémergence de nos souffrances quand on est réactivé, hein, c'est notre mémoire traumatique qui rejaillit, eh bien, quelque part, notre conscience plus profonde nous pousse à des remises en scène sur le plan individuel, sur le plan collectif, etc. Et du coup, elle ne parlait pas d'inconscient comme Freud pouvait le faire, mais elle parlait d'une conscience agissante dans le sens de cette réalisation. Alors, au fond, comment retrouver notre génie de l'être, le génie de notre être, si je peux dire, hein, eh bien, d'abord en redonnant une voix à cet enfant intérieur qui a souffert. Hein, euh, ça demande un travail d'écoute, un travail patient, une reconnexion également patiente entre les situations qui ont été traumatisantes, les charges émotionnelles qui sont associées à ces événements. Et je pense qu'elle s'en est expliquée pour les personnes qui voudraient peut-être le regarder d'un petit peu plus près. Dans l'un des derniers textes, si ce n'est le dernier qui est dans le livre, hein, donc reconnaître notre processus de réalisation qui date de quelques années, donc 2017. Hein. Alors là, c'est dans ce texte qu'elle théorise la notion de senti, dont on a parlé au début de l'entretien. Un senti, en fait, qui est la synthèse innée, instantanée, qui est opérée par toutes nos facultés, qui nous permet d'être là, spontanément, en relation. Et à ce sentier, donc, elle opposait nos croyances, celles que nous nous sommes construites pour nous protéger, celles qui, d'ailleurs, ont participé à l'édification des structures patriarcales, qui protègent les sociétés d'émergence de souffrances très profondes. On voit ce qui se passe aujourd'hui en termes de prise de conscience, par exemple, de presque l'universalité du phénomène de l'inceste. Hein. Et donc, sa proposition, c'est de déconstruire nos croyances et de retrouver notre ressenti. Et alors, cela passe par une phase de doute. Hein. D'abord, on doute de nos croyances. Hein. Parfois, c'est une rupture un peu difficile avec notre quotidien, une phase de dépression, une séparation, ou alors éventuellement un événement heureux, la venue d'un enfant, une rencontre, etc. Et pour d'autres personnes, ça va être des choses dont on voit qu'elles se répètent, une certaine forme de remise en Mm. scène qui vient et qui revient. Donc, ça fait réfléchir. Hein. Oui. Alors, par un travail d'écoute, d'introspection, eh bien, à ce moment-là, on va prendre conscience de l'existence d'empreintes traumatiques et, au-delà de cela, d'une structure d'adaptation à laquelle on a recouru, en quelque sorte, pour survivre psychologiquement. Et Sylvie parle plus généralement de ce qu'on appelle une problématique, donc faite de multiples dissonances qui peuvent être parfois très légères, qui sont Mm. senties par l'enfant. Donc là aussi, les neurosciences nous rappellent ou nous apprennent hein, que nous sommes dépositaires également de neurones miroirs, hein, qu'on a cette faculté d'être empathique, mais malheureusement aussi empathique avec des personnes qui ne sont pas
comment dire, bienveillante. Ouais. Donc, on peut coller également, par exemple, à la problématique d'une mère dépressive ou d'un père violent. Alors, peu à peu, on va prendre conscience que nous sommes des héritiers d'une problématique familiale, souvent qui est entrée dans l'histoire. Donc, il y a également la grande histoire qui arrive là. Alors, c'est un travail évidemment passionnant qui nous relie à notre humanité, puisque je parlais du lien tout à l'heure, hein, qui nous relie à nos contemporains, à nos ascendants. Donc, je pense que ça procure, pour l'avoir, pour le vivre, hein, je pense que ça procure un sentiment d'ancrage également, un sentiment d'appartenance. Et bien sûr, ce travail permet d'interagir aussi très différemment avec nos enfants, de sortir de la reproduction de schémas de comportement qu'il s'agit effectivement de rendre à nos parents ou de voir au fait qu'ils ne nous appartiennent pas. Oui. Donc, je pense que c'est un vrai travail de réalisation. Oui, et finalement, c'est reprendre son pouvoir sur soi, être de nouveau voilà, puissant, plein, et c'est optimiste. C'est voilà. Et tu as l'air optimiste, et euh, je pense que, enfin, on peut se penser que ça est difficile. Je sais que toi, tu l'es. Et je me demande parfois, mais est-ce que vraiment le sort des enfants s'améliore? Voilà, quand je vois des personnes optimistes autour de moi, des fois, je me dis, oh là là. Enfin, parfois, voilà, je suis habitée d'un optimisme en me disant, c'est passionnant de découvrir toutes ces choses, c'est passionnant d'avoir le sentiment qu'il y a une voie possible de sortir de ces traumatismes, de ces souffrances. Il y a une voie de réalisation, mais bon sang que le chemin semble long, et puis on a l'impression de régresser sans arrêt. Et puis, des situations comme celle qu'on vit actuellement, euh, voilà, je garde pas tout le temps mon optimisme, mais Je bon, comprends, je comprends. j'imagine que quand même, globalement, le sort des enfants s'améliore. Alors, bon, ça, c'est une certitude. En fait, il suffit d'ouvrir les yeux, effectivement. Mais je dirais qu'il y a des choses qui nous appartiennent et des choses qui ne nous appartiennent pas. Hein. Et donc, de voir qu'on peut être porté par un processus qui nous habite, mais qui se passe aussi en dehors de nous, ça, ce sont des choses qui peuvent peut-être nous conforter, non pas dans un optimisme, dans une forme de confiance. Hein. Donc, pour en revenir au sort des enfants, il reste beaucoup à faire. Hein. Je rappelle simplement que la Convention internationale des droits sur les droits de l'enfant, elle ne date que de 33 ans. Hein, donc, à l'échelle d'une vie humaine, c'est un tiers de vie humaine à peu près. C'est vrai que ça peut faire beaucoup. Il faudra certainement plusieurs générations encore pour qu'on dise, comme on le fait en Suède, que c'est un crime de lever la main contre un enfant. Hein. Mais cela dit, regardons autour de nous. Dans nos régions, on a quand même une meilleure connaissance des besoins physiologiques du nourrisson. Je regarde les jeunes pères d'aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus proches de leurs enfants que nos propres pères l'étaient. On parle beaucoup de parentalité positive, bienveillante, etc. Donc, ça fait débat socialement, et ça, c'est aussi récent. Si on prend la notion de traumatisme, eh bien, c'est quelque chose qui désormais fait partie on va dire, du discours public. Hein. Ça a droit de citer. Donc tout Oui. cela, pour moi, ça témoigne quand même d'un processus qui est là autour de nous et dont je parlais à l'instant. Alors je pense qu'il y a effectivement un mouvement collectif de conscience avec des allées et des venues, etc. Globalement, les choses vont vers plus de conscientisation pour nous autres. Et alors, est-ce que c'est ça, être optimiste? Si c'est le cas, alors oui. Bon, on trouve que ça va pas assez vite, en fait. Oui, et là, peut-être faire un lien aussi avec le tunnel qui a été notre enfance. Parce que quand nous étions enfants, ça n'a pas été assez vite, parce qu'on avait, comme tu le sais, des Ouais. moments importants dans comment dire, le développement, et on savait quelque part intuitivement que si ça n'était pas maintenant, ce serait jamais. Tu vois. Donc, ce besoin que les choses aillent vite, moi, je le ramène aussi à un traumatisme de l'enfance. Nous n'avons pas eu de parents conscients pour la plupart d'entre nous. Et donc, aujourd'hui, on aimerait que le monde aille vite pour quelque part aussi compenser cette souffrance. C'est beau, ça, cette expression parent conscient. Mm. Bon, on s'achemine vers la fin, il est déjà 21h50. Donc, on va conclure. Ben oui, ben oui.
Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci aussi. Voilà, on a eu quelques commentaires que j'ai pas toujours eu le temps de relever parce que je t'écoutais. C'est pas simple d'être toute seule. Voilà, donc pour conclure, je vous remontre le livre Le génie de l'être avec une illustration qui est une peinture réalisée par Sylvie elle-même. Oui, voilà, Voilà. exactement. Dans sa période de maladie, donc c'est, je dirais, particulièrement émouvant parce que pendant très longtemps, en fait, elle a réalisé que tout lui était interdit dans l'enfance, faire de la peinture, du piano, du chant, de la danse, c'était pas possible. Et au final, très tardivement, elle a au fait réalisé qu'elle aurait eu envie. Ben oui. Et donc, elle a fait ce travail, encore une fois, très tardivement. Et ce qui nous a surpris, c'est la capacité à mettre dans l'espace, en fait, par quelques traits de pinceau, quelque chose qui était en elle. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et puis Et c'est puis, comme lumineux. oui, Oui. oui, tout à fait. En fait, comme eh bien, le travail que je poursuis, parce que, au fait, malgré sa disparition, eh bien, le site Regard Conscient est toujours actif, hein. Oui, oui, Je dirais oui. même d'autant plus, puisque j'ai à cœur de poursuivre ce travail. Donc, si vous voulez visiter ce site, eh bien, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter. Vous trouverez la présentation également d'un stage, un second stage en résidentiel que je vais animer cet été, autour justement de ce livre, Le génie de l'être, pour essayer quelque part de vulgariser, de diversifier, d'expliquer ce qui se passe plus précisément. Et donc, d'autres événements sont en préparation. Alors, je pense que c'est une bonne manière de s'en tenir informé. Alors, encore une fois, merci Dali pour ce moment d'échange. Bah, merci. Il y a tellement de choses à dire. Et puis, vraiment, enfin, voilà, tout ce que tu nous as dit ce soir, ça a encore eu, encore une fois, beaucoup d'écho en moi, comme la lecture de ce livre. Je me rappelle, Sylvie disait que euh, elle pensait que c'était important la forme livre. Pour elle, c'était important Oui, que les textes existent, mais elle voyait vraiment cet ouvrage comme un manuel d'accompagnement, en fait, et un guide de travail. Et c'est vraiment ce que c'est. Et à chaque fois que je lis ces textes, je suis très, très bouleversée, vraiment. Euh, ça me touche beaucoup aussi. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. J'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes. Je n'ai pas encore programmé de prochain entretien, c'est-à-dire je ne sais pas quel sera l'auteur ou l'autrice que nous accueillerons pour… oui, bah oui, c'est la fin, désolée. Il y en a qui disent « Oh non, j'arrive à la fin. » Coucou. Il y aura un replay. Oui, merci beaucoup de me le dire. Il y aura un replay que je vais mettre en ligne. Là, ça commence à faire 4. On va peut-être créer une chaîne YouTube et on va agglomérer toutes ces vidéos passionnantes en un unique endroit pour que vous puissiez y avoir accès. Voilà, merci encore une fois, Marc-André. Avec plaisir. J'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre nos échanges, de discuter. Pourquoi pas Certainement. de venir vous voir au Certainement. stage cet été. Moi, j'ai très, très envie. Avec plaisir. Tu seras la bienvenue. Merci beaucoup. Et voilà, donc bonne soirée Bonne et soirée. Bonne soirée à tous. à une prochaine. À bientôt. À Merci. bientôt.